entretien aujourd'hui avec Ahmed Maharzi. Ahmed, déjà un grand merci de nous recevoir dans le stade d'Uzès. Comment il s'appelle ce stade déjà? Stade Louis Potex. Le stade Louis Potex. Et c'est un plaisir de te retrouver parce que je t'avoue que depuis la fin de ta carrière, je t'avais un petit peu perdu de vue. Donc on va reprendre les choses dans le désordre et juste de nous dire depuis que tu as rangé les crampons, ce que tu es devenu et ce que tu fais actuellement. D'accord. Bon, après ma carrière, quand j'ai terminé ma carrière à Toulouse, je suis revenu de la région ici, puisque je suis né ici, une belle région. Et ensuite, bon, je me suis mis à... Bon, quand j'ai arrêté, j'ai pris une brasserie sur Uzès, voilà. Et je me suis occupé aussi des jeunes au niveau football. Et ça a été un petit peu les années qu'on suivit, un petit peu comme ça, que j'ai suivi. Tu as joué aussi à Bagnols, il me semble. J'ai été à Bagnols, oui, parce qu'après, c'est vrai qu'après ma carrière, j'avais été entraîneur-joueur à Bagnols, un club de division d'honneur. Et j'ai fait 2 ans, à peu près 2 ans là-bas. Et ensuite qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait pendant quelques saisons. Ensuite, je me suis occupé des 14 ans à Nîmes. Et là, je suis de retour ici au club d'Uzès. Quel est ton rôle précis à Uzès? Alors, je suis responsable des catégories école de foot. Alors, ça commence au niveau U7 jusqu'au U15. D'accord. Voilà, je gère toutes ces catégories. C'est un rôle qui te plaît? Ah, c'est fabuleux. Ouais. Fabuleux. Alors, est-ce que ça te tenterait de revenir, pourquoi pas avec Uzès d'ailleurs, et devenir entraîneur de seniors? Écoute, c'est pas quelque chose que j'envisage. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau des jeunes, c'est quelque chose quand même que j'aime bien. Ensuite, bon, on ne sait pas ce qui peut se passer. Ça peut se faire comme non. Ça, on verra par la suite. Mais pour l'instant, je pense qu'il y a un bon entraîneur. Je pense le club a des ambitions. Je pense qu'avec cet entraîneur-là, ils peuvent y arriver. Je pense que c'est pas l'objectif que j'ai. Maintenant, donner peut-être un coup de main pour cet objectif-là, oui. Alors, on en parlait tous les deux là en off. Il y a quelques années encore, Uzès était en N1. Oui. Maintenant, le club est en R1. Est-ce que le club se remet lentement mais sûrement de ces belles années passées, qui sont tout de même assez récentes encore? Oui, mais ça met du temps, mais la descente a fait du mal quand même au club. Parce qu'il y a eu la descente et derrière il y a eu quand même l'aspect aussi l'aspect financier. Et là, gérer tout ça, se remettre de ces problèmes-là, ça n'a pas été facile, parce qu'il faut tout reconstruire, notamment au niveau des jeunes, seniors. Et ça met du temps, et oui, ça a été difficile pour le club, Maintenant, on part avec un autre projet et c'est en bonne voie. Oui. Alors on va revenir à Ahmed Maharzi, footballeur maintenant. Donc tu es né en 1970, Oui. tu as fêté 50 ans. Oui. Et excuse-moi de te le rappeler. Il n'y a pas de souci. Et donc tu es un pur produit, qu'on le veuille ou non, quand même après des crocodiles nîmois. Et comment ça se passe ton arrivée à Nîmes justement? Mon arrivée, quand je suis arrivé à Nîmes? Ouais, tes débuts, centre de formation. Mes débuts, en fait, j'ai débuté ici, justement, à l'âge de 7 ans, ici, dans ce stade-là. Et à l'âge de 8 ans, j'ai signé ma première licence à Nîmes. Ah, vraiment tôt? Ah oui, tôt, oui. À 8 ans, j'ai signé à Nîmes, où j'ai suivi toute ma formation. Où j'ai signé après, j'ai fait mes 2 ans d'aspirant, mes 2 ans stagiaire. Et ensuite, j'avais commencé à débuter avec l'équipe première, l'équipe professionnelle, à l'âge de 17 ans. Et voilà, après, ça a enchaîné sur les saisons. Ouais. Alors, tu as vécu de très belles années à Nîmes. Je me rappelle que quand tu as débuté, l'équipe avait du mal chaque année à remonter en D1. Oui. C'était chaque année les barrages, pas loin des barrages. Et ensuite, c'est la D1. Oui. C'est la D1, mais avant ça, j'aimerais que tu me parles, je vais te citer 3 joueurs de l'époque de la D2 et que tu me parles de ces joueurs. Alors, tout d'abord, j'aimerais commencer par Djamel Menat. Oui. Alors c'était mon préféré en fait. Voilà. C'est vrai que quand moi j'étais au centre de formation et à l'époque on s'entraînait à côté de l'équipe professionnelle et c'est un joueur que j'admirais énormément. Et un joueur très fort techniquement et une mentalité extraordinaire. Et j'ai eu la chance de jouer avec lui et ça m'a fait assez bizarre parce que c'est un joueur quand même que j'apprécie énormément. Un rêve de gosse. Un rêve de gosse et me retrouver
avec lui, à côté de lui, c'est vrai que c'était quelque chose d'assez impressionnant pour moi. Mais j'en garde un très très bon souvenir de ce jour-là. Ah oui, vraiment, dans tous les domaines. Il était Alors, extra. on va continuer avec une légende nimoise aussi, René Girard, qui a Ouais. fini sa carrière Ouais. en D2. Donc. Oui, René, c'est vrai que quand il est arrivé de Bordeaux, je pense qu'il nous apportait énormément dans le club, notamment au niveau de l'équipe, parce que c'était quand même quelqu'un de très très professionnel et très très bon joueur. La Grinta aussi, La j'imagine. Grinta, énorme. C'était le joueur, je crois, qui jouait, qui avait plus d'agressivité dans le bon sens, Tout à fait. mais qui apportait énormément à l'équipe. Et il a fait du bien au niveau aussi des jeunes, parce qu'il nous conseillait beaucoup, et jouer à côté d'un joueur comme ça, on avait énormément de respect. Et je pense qu'on est aussi, il a été beaucoup pour la montée aussi, il a été énormément pour la suite du championnat. Et on termine là cette première partie des joueurs de D2. Je pense que c'est un joueur qui est actuellement un joueur peut-être injustement oublié, c'est Jorge Dominguez. Ah oui. Un grand joueur ça. Énorme. Oui, c'est pareil, j'ai eu la chance de jouer à côté de lui, parce que c'était vraiment l'avant-centre type, et moi je tournais autour de lui. Et j'ai rarement vu un joueur aussi efficace devant le but. Alors c'était pas un joueur qui avait une grosse activité, mais qui était présent dans la surface de réparation, tous les ballons qui traînaient, et un jeu de tête extraordinaire. Et je veux dire, avec ce jour-là, on avait eu des ambitions, on avait réussi à monter de toute façon avec ce jour-là. Hein. Et il a laissé énormément de bonheur aux supporters de Nîmois et au club. J'aimerais revenir sur une légende, alors je ne sais pas si c'est une légende justement ou si c'est vrai. Juste à tes débuts, est-ce que c'est vrai que tu allais à tous les entraînements à pied? Oui, c'est vrai. Ça a commencé, en fait, quand j'ai débuté à Nîmes, à l'âge de 8 ans, j'étais avec un dirigeant, en fait, il y avait son fils qui jouait avec moi. Et bon, on faisait les trajets, il m'a mené aux entraînements. Mais dès que son fils n'a plus été retenu à Nîmes, je crois que j'avais l'âge de 13 ans, 14 ans, j'avais pas le choix, où j'arrêtais, je devais arrêter à Nîmes. Et l'entraîneur n'a pas voulu. Voilà, il était venu jusqu'à chez moi pour dire non, il faut qu'il reste à Nîmes, Moi j'ai dit j'ai un problème de transport, ça va être compliqué. J'avais pas le choix de faire les trajets, en stop. J'avais 25 km à faire en stop. Et ensuite énormément de marches pour aller jusqu'au terrain. C'était traverser toute la ville à pied. C'était pas facile. Et retourner après en stop. Voilà, j'ai eu quelques galères, je sais pas, mais moi j'aimais tellement, je voulais pas louper les entraînements, et je n'y passais pas trop. Alors pour moi c'était un réflexe normal, c'était une normalité. Le dimanche matin, pour aller jouer, puisque le matin, j'étais à 7 h du matin, j'étais au bord de la route, faire du stop, j'avais peur toujours d'arriver en retard. Alors si on me prenait de suite, j'arrivais 2 heures avant le match, c'est terrible. Sinon, j'arrivais juste à temps pour le match, et ça forge un caractère, tout ça aussi. Oui. Et j'ai fait ça pendant 2 ans. Et ensuite, j'ai eu la chance de rentrer au centre de formation. Où là, après, j'étais logé sur place, et c'était beaucoup plus facile pour moi. Oui, c'était une galère, mais de bons souvenirs. Des très bons souvenirs, parce que des très bons, oui, on y pense toujours. Oui. Et est-ce que finalement, en fin de compte, tout ça, ça démontre, si besoin était, que tu avais déjà l'envie de la passion du ballon, bien sûr, déjà elle était là, c'est certain, mais l'envie et l'énergie de devenir footballeur professionnel? Alors, c'était surtout l'envie de jouer au football, mais je ne pensais pas du tout à faire une carrière, parce que on n'y pense pas, mais de toute façon c'est tellement compliqué, et pour moi c'était que le jeu, d'aller à l'entraînement, de jouer les dimanches. Pour moi j'étais le plus heureux, et ça vient par la suite. Mais c'est surtout que quand au moment où j'allais aux entraînements à Nîmes en stop, je n'étais pas dans la meilleure équipe. En fait, on avait 3 équipes, c'était cadet, mais je jouais avec les cadets et C. Voilà.
Genre, j'aurais pu tout abandonner et voilà, moi c'était le plaisir du jeu. Et ça a porté ses fruits. Ça a porté ses fruits, ouais. Alors maintenant, on va revenir sur la période de D1. Alors certes, tu découvres l'élite, hein, des grands joueurs contre toi, à l'époque du grand OM et tout. Mais est-ce que tu trouves pas que c'est quand même une période de gâchis pour le Nîmes olympique, hein, quand on voit les Cantona, les Vercruis, les Cutufo, les Lemou, tous ces grands joueurs qui ont joué avec toi, et finalement Nîmes n'a jamais réussi à s'extirper du bas du tableau et à jouer autre chose que le maintien. Comment tu l'expliques d'ailleurs tout ça? Oui, là tu viens de citer des noms. C'est vrai qu'il y a eu des joueurs qui sont passés à Nîmes, des très grands, notamment. On vient de citer Vercruis, Cantona, Laurent Blanc, ce joueur-là, Julien Maillage, tous ces joueurs-là. C'est difficile d'expliquer parce que bon, on donnait tout sur le terrain. Après, je sais pas, c'est difficile d'expliquer pourquoi ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas parce que ça ne veut pas dire aussi que tu as des grands noms, que systématiquement ça va marcher. Il y a des saisons comme ça où des fois tu as du mal à comprendre. Peut-être on n'était pas au niveau, je sais pas. Parce que quand tu descends, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Hein, voilà, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Après aussi, il faut dire que tu as la réussite aussi, la chance. Mais avec le public qu'il y a à Nîmes, avec l'ambiance, c'est quand même, vraiment des supporters et l'équipe mérite d'avoir une bonne équipe en Ligue 1. Déjà en Ligue 1, c'est déjà bien. Voilà. En Ligue 2, pour le club, c'était assez compliqué, oui. Mais je pense que ce club a un potentiel pour pouvoir se maintenir en Ligue 1. Alors, j'aimerais que tu nous racontes le fameux événement Nîmes-Saint-Etienne, Cantona, qui jette le ballon sur l'arbitre. Toi, tu étais au premier loge. Ouais. Comment tu as vécu ça et qu'est-ce qui s'est dit après dans le vestiaire, après ce geste-là? Bon, on n'a pas trop parlé parce que bon, c'est difficile de discuter après tel j'ai fait un geste, événement. Moi, sur le coup, quand je vois ça, je vois l'arbitre à côté, je vois qu'il va sortir le rouge, j'empêche l'arbitre du Ménin pour éviter de sortir le rouge, mais bon, la décision a été prise. Après, ce qui a été difficile pour nous, c'est que Eric après a arrêté. Et là, on s'est retrouvé déjà en difficulté sans lui. Déjà, c'était compliqué, et sans lui, c'était encore beaucoup plus compliqué. Parce qu'encore un joueur comme ça apportait beaucoup à tous les joueurs, notamment au niveau des jeunes, parce qu'il était extraordinaire avec les jeunes. Et quand il avait décidé d'arrêter sa carrière, parce qu'il l'a repris après, pour nous, c'était un manque terrible. Ça nous a fait mal, oui, ça nous a fait mal. Après, bon, on a réagi. Voilà. Dès qu'il y avait de l'injustice sur le coup, il a peut-être pas tort aussi. Un mot sur le regretté José Luis Cutufo, le champion du monde argentin. Oui. Oui, tu as déjà pris la nouvelle, oui, ouais, ça fait très mal parce que, encore une fois, c'est ce jour-là, et quand on était au Vert, j'étais tout le temps en chambre avec lui. J'ai jamais vu un joueur aussi professionnel. Encore une fois, c'était un joueur qui était extraordinaire avec tout le monde dans le club, les jeunes, et il était champion du monde. Il est arrivé avec cette étiquette de champion du monde. L'équipe de Maradona. L'équipe de Maradona, et pour lui c'était voilà, une simplicité énorme. Et pour moi, ce jour-là, je garderai un souvenir. Tu t'en touché là même maintenant. Ouais, parce que c'est un joueur que j'admirais énormément. On était au Vert, quand on était au Vert, j'étais toujours avec lui dans la chambre. Ouais, ça m'a. Oui. Et c'est dommage parce qu'un joueur comme ça, je sais plus, ça existe encore. Hein, c'est champion du monde, il arrive avec une simplicité. Quand il joue avec la réserve, il allait jouer avec la réserve, il était à fond. Ouais, pour moi, c'est des exemples. C'est le football d'un autre temps, malheureusement, j'ai envie de dire. Oui, c'est un peu ça. C'est vrai, hein? C'est un peu ça. Oui. Ouais. Tu le vis comment, le football actuel, d'ailleurs? C'est triste, non? Oui. C'est pas le... Après, on a du mal à s'y reconnaître. Vraiment, on a du mal à s'y reconnaître. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui vont vite.
on voit pour les jeunes quand tu étais au club, tu devais signer un contrat et tu ne partais pas tant que tu n'avais pas fait tes années, tu devais faire tant de matchs pour être libre. Aujourd'hui, un joueur qui a 17 ans sans faire un match professionnel peut partir à tout moment. Et voilà, les choses évoluent aussi. Après, c'est vrai qu'on a du mal à se reconnaître. Oui. Ahmed, une petite parenthèse sur l'équipe de France Espoir. Tu as eu quelques sélections. Et pareil, une petite anecdote. Alors, lors d'un match, tu es remplacé par un joueur. Oui. Tu vas dans les vestiaires. Oui. Et une minute après, ce joueur se fait expulser. Oui. Et tu le retrouves dans les vestiaires. Oui. Tu peux nous dire quel est ce joueur et qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là? Ah, c'était en Espagne. Je sais plus où c'était exactement. Non, mais en fait, je jouais avec. Non, c'était en Espagne et c'était en Espagne et c'était Zidane qui était. C'est ça. Ouais. Non, en fait, le geste qu'il avait fait pendant la Coupe du Monde de Materazzi, c'était un geste qu'il avait fait la même chose en Espagne. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'est revenu. Mais encore une fois, j'ai eu la chance de jouer avec des joueurs comme ça. Et on voit ce qu'il a fait derrière, c'est quelque chose de fabuleux. Mais je pense aussi que c'est un joueur qui a énormément de caractère. Ouais. Ça l'a servi ou ça l'a desservi? Non, ça l'a servi. Je pense que pour la carrière qu'il a faite là, c'est que c'est pas par. Et qui fait encore d'ailleurs. Et qui fait encore, c'est que malgré sa timidité, je veux dire sa discrétion, c'est une personnalité, c'est quelqu'un qui a énormément de caractère pour arriver là. Ouais. Tu as côtoyé aussi Manu Petit dans les espoirs, non? Oui, il y avait Emmanuel Petit, on avait la génération des Arazu. Après, j'avais aussi côtoyé avec l'équipe de France militaire, les Djorkaeff, ces joueurs-là qui étaient champions du monde. Alors ensuite, Nîmes, donc, comme on l'a dit précédemment, descend en D2. Ouais. Et toi, tu t'en vas en 93 ou en 94? Moi, dans ces là, je ne sais pas exactement. Et là. Ouais. pourquoi être parti? Alors, en fait, c'est que je pensais que pour moi, c'était le bon moment de partir. Voilà, je sortais d'une saison assez correcte et j'avais envie de changer de club parce que ça faisait un moment que j'étais dans le club et je me suis dit bon c'est le moment de changer. Et voilà pourquoi j'avais décidé de changer de club. Je pense que c'était vraiment quand tu restes longtemps, tu as envie de voir un petit peu ailleurs et c'était mon envie de partir. Hein. Et tu vas pour quel club à ce moment-là? Alors là ça s'est pas très bien passé parce que je suis parti 2 ans à Châteauroux. Et en fait à l'époque où j'avais fait le forcing pour partir de Nîmes, c'est que je savais qu'il y avait un club qui était intéressé. Voilà. Qui était intéressé. Et par contre, c'est clair qu'à Nîmes, il ne voulait pas que je parte. Il ne voulait pas que je parte. Et ça a traîné, ça s'est pas fait. C'est de moins en moins d'offres après. Et oui, ça s'est pas fait. Et bon, je suis parti, je voulais partir à tout prix. Et c'est là où je suis parti à Châteauroux. En national, c'est ça? Non, D2. Et après, tu es resté, ils ont été champions de national. La deuxième année, non, c'était en D2. La deuxième année, ils sont montés. Et moi, la deuxième année, j'étais sur Toulouse après. Ouais. Et à Châteauroux, tu côtoies Patrick Mboma, non, à cette époque? Non, Mboma, c'était juste avant. C'était juste avant. Et donc Toulousain. Ouais. Et là, tu côtoies 2 entraîneurs, 2 qui t'ont laissé des souvenirs, mais complètement différents. Ouais. Alex Giresse Ouais. pour les bons, Ouais. et Guy Lacombe pour les mauvais, je sais tout. C'était bien renseigné. Donc pourquoi Ouais. Alex Giresse, grand souvenir, Ouais. et même si tu veux pas trop en parler peut-être, pourquoi de mauvais souvenirs avec Guy Lacombe? Je ne vais pas en parler, c'est pas. Non, mais c'est vrai que moi, quand j'avais eu Alain Giresse comme entraîneur, et pour moi, ça se passait assez bien. C'était avec quelqu'un avec qui je m'attendais. C'est que sa façon de faire jouer l'équipe me plaisait beaucoup. Je savais que ça passait beaucoup par le jeu, il nous laissait assez libres dans nos fonctions et avec énormément de confiance. À partir de là, c'est vrai que pour moi, c'était quelque chose que j'appréciais et je trouvais que l'équipe aussi jouait bien.
Après, c'était quand Guy Lacombe est arrivé, bon, il y a eu énormément de changements de l'effectif avec notre fonctionnement de travail, hein, voilà. Et bon, ça s'est moins bien passé, ça n'a pas été non plus terrible, hein, voilà. Et bon, ça fait partie d'une carrière d'un joueur, hein, et à un moment ça se passe bien avec l'entraîneur, des fois ça passe un peu moins. Mais bon, dans ces moments-là, il faut s'accrocher. Hein. Ouais. Dans cette Ligue 1 que tu as côtoyée, quel est le joueur qui t'a le plus impressionné? Alors, il y a les Boli, les Papin, les Waddle, les Wea. Ouais. Lequel t'a le plus marqué? Alors, je pense que en tant que défenseur, je pense que Boli c'est le joueur vraiment qui est le plus impressionnant. Et je pense que beaucoup d'attaquants, quand on leur pose la question, c'est souvent le nom de Basile Boli qui revient, même s'il y avait Moser qui était à l'époque énorme. Mais Boli c'était passable. Est-ce que tu as déjà eu, peut-être le mot il est fort, mais est-ce que tu as déjà eu peur d'affronter de tels défenseurs, de te retrouver en face? Non, tu n'as pas peur. Bon, tu as toujours une petite impression, tu dis bon ça va être compliqué. Voilà, il faut se dire ça, tu te dis bon ça va être un match compliqué. Et quand tu joues avec un seul attaquant que tu te retrouves en pointe seul devant, tu te dis bon, parce que c'est pas les seuls, parce que derrière à côté c'est aussi très très costaud. Tu te dis bon, dès que je vais recevoir un ballon, il faut que j'en fasse quelque chose, minimum, mais tu vas pas passer une bonne soirée. Mais c'est pas la peur, hein, c'est quand même content, tu es content aussi de jouer contre ces joueurs-là, oui. Ah, oui. Alors, tu as eu quelques sélections en équipe de France Sport, comme on l'a dit tout à l'heure. Au jour d'aujourd'hui, où il y a tellement de joueurs qui ont ces fameuses binationalités, qui jouent en équipe de France de jeunes et qui ensuite jouent pour leur pays d'origine, enfin bref. Est-ce que, alors il y en a qui sont pour cela, parce que ça permet justement d'avoir une carrière internationale, et d'autres qui trouvent ça un petit peu incorrect, parce que, après c'est au cas par cas bien entendu, oui. Certains profitent pour jouer dans une sélection plus faible, oui. Et ne se battent pas véritablement pour essayer d'intégrer l'équipe de France. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Moi j'avais le choix aussi à l'époque où il y avait l'équipe d'Algérie et l'équipe de France en même temps qui m'avait appelé. Après, c'est vrai qu'à partir du moment, je pense, à partir du moment qu'on choisit une sélection, étant même au niveau des catégories des jeunes, je pense qu'on doit jouer avec son pays. Voilà. Après, qu'on laisse la possibilité à des joueurs de faire des sélections jeunes et ensuite de choisir, enfin, c'est difficile d'y comprendre quelque chose. Hein. Voilà. Ou on choisit pour son pays, voilà, et on défend ses couleurs, mais après, faire des sélections jeunes et ensuite, la question que tu me poses, c'est au niveau. Après, il y a des joueurs aussi qui se disent, bon voilà, je peux faire une carrière plutôt avec mon pays qui est moins fort, on va dire, qui a moins de concurrence, que quand vous choisissez la France, vous êtes appelé et que vous savez la concurrence qu'il y a là. Je te pose beaucoup de questions, tu dis est-ce que je vais faire un match et ensuite ça va être très compliqué, ou je joue pour notre pays. Alors je te la tourne différemment, si tu étais joueur à cette époque, maintenant, oui. Que le choix se porterait. Tiens, bonne question. Ça serait difficile dans les deux cas, parce que l'équipe d'Algérie, là, c'est une grosse équipe maintenant. Donc en 90, ils ont gagné la Coupe d'Afrique aussi. Voilà. C'était solide, c'était extrêmement solide aussi. Elle était très forte, oui. Mais c'est difficile comme question. Oui, c'est difficile. Hein. Ouais, c'est difficile. Je sais pas. Non, je sais pas parce que. Vous savez, moi je dis ça, mais si ça doit arriver, tu te poses des questions. Je pense que les joueurs doivent se poser la question. Hein. Mais je pense que ce qui doit revenir, c'est se dire voilà, est-ce que je joue pour ce pays-là où il y aura ça sera beaucoup plus facile et je peux faire une Coupe d'Afrique, je peux faire pourquoi pas une Coupe du Monde, ou avec ce pays-là, avec l'équipe de France, avec tous les joueurs là, la concurrence elle est terrible. Hein. Puis tu peux vivre aussi de grandes émotions. Je pense à Andy Delors par exemple avec l'Algérie, il a été champion d'Afrique, il vit quand même des heures fantastiques qu'il n'aurait pas vécu avec bien sûr, avec l'équipe de France. Bien entendu, parce que quand même la Coupe d'Afrique c'est pas rien. La Coupe d'Afrique c'est énorme. Et non, je pense que non, c'est le choix des joueurs, mais dans les deux sens ça se vaut. Hein. Oui. Puisqu'on parle d'Algérie, le footballeur algérien de l'histoire qui t'a le plus impressionné, le plus marquant pour toi du football algérien, c'est qui? Alors, je ne les ai pas connus, hein. Par contre on entend beaucoup parler, quand on parle des joueurs algériens, il y a souvent le nom
Mustapha Daleb qui revient. Qui avait laissé une impression énorme à Paris. Après on a Madjer aussi, c'est un joueur que voilà. Et McLoufie aussi un peu avant. McLoufie aussi, voilà. Après c'est des gens, voilà, c'est des noms très grands. Très grands, voilà, c'est des noms. Voilà, ce sont des joueurs comme ça où on entend souvent quand on parle des sélections algériennes, ce sont des joueurs qui ont marqué vraiment le football, je veux dire algérien, mais encore plus. Ouais. Et la dernière question, enfin c'est pas une question, la caméra est à toi et je te laisse dire le mot de la fin justement. Ben, disons que déjà je vous remercie d'être venu me voir. Avec grand plaisir. Voilà, ça fait plaisir. Voilà, c'est un endroit ici où j'ai débuté j'ai débuté le football à l'âge de 7 ans. Et se retrouver après des années plus tard ici, discuter de football. Et ça me fait énormément plaisir de pouvoir revenir ces années en arrière, que j'ai pas toujours l'occasion d'en parler, très rarement. Ça me fait un grand plaisir de discuter de ça. Ça a été réciproque et comme on peut dire, la boucle est bouclée et sur tes racines. Exactement, maintenant je vais continuer ici, à prendre du plaisir et à donner du plaisir aussi aux jeunes. Allez, très bien. Grand merci Ahmed. Merci À toi.